Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Mystery Kit. Aujourd'hui, on va parler de choses qui font encore une fois flipper, avec donc Lilia qui va nous parler de la très célèbre histoire d'Amityville. Je vais enchaîner avec une histoire française, puisqu'il s'agit de la maison qui saigne de Saint-Quentin. On enchaîne ensuite, bien sûr, avec la petite vidéo, histoire qu'on se fasse bien frissonner ensemble. Et pour finir, le petit moment crypto, avec une créature que l'on va découvrir ensemble. Voilà, écoutez, je crois que c'est le moment de lancer l'histoire d'Amityville avec notre chère amie Lilia. C'est parti. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Amityville, la maison du diable. Connaissez-vous la maison d'Amityville ? Sans doute que oui, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer brièvement. Donc la maison a connu un certain nombre de familles. Néanmoins, 2 familles sortent du lot à cause de différents phénomènes qui leur seraient arrivés. Et c'est à cause de tous ces phénomènes que la maison a maintenant cette sinistre réputation. Pour commencer, nous allons parler de la famille Defeo. Le mercredi 13 novembre 1974, vers 3h du matin, Ronald Defeo Jr. finit de regarder un film appelé Castle Keep. C'est alors qu'il décide de prendre son fusil de 35 mm et d'assassiner ses parents, ses 2 frères et ses 2 sœurs pendant leur sommeil. Maintenant, nous allons parler de la famille qui a subi le plus d'événements surnaturels à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire la famille des Lutz. Mais la famille des Lutz ne restera pas longtemps dans la maison. Non, en effet, ils vont déménager au bout de 28 jours. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien, la réponse est simple. C'est tout simplement à cause d'événements surnaturels, et plus précisément à cause de poltergeists et d'apparitions démoniaques. Mais on se pose quand même la question de savoir, est-ce que toutes ces histoires sont vraies, ou est-ce que ce sont des histoires qui ont été inventées pour diverses raisons, hein. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est à chacun de se faire sa propre opinion. Et si vous voulez vous faire votre propre opinion, je vous propose de vous expliquer tous les phénomènes qui sont passés à la famille Lutz. Donc tout a commencé le 18 décembre 1975. C'est ce jour-là que les Lutz ont décidé d'emménager avec leurs 3 enfants. Évidemment, leur premier réflexe a été de demander à un prêtre de venir bénir la maison. Mais pendant la bénédiction, le prêtre a dit qu'il avait entendu une voix forte qui lui disait « Allez-vous-en ». Une fois, la maison s'est remplie d'une puanteur irrespirable et ils ont aussi constaté que toute la porcelaine de leur salle de bain avait été salie par un dépôt noir qui résistait à tous les détergents. Un jour de plein hiver, la maison s'est remplie de centaines de mouches. Ils avaient aussi un lion en céramique qui mesurait 1 mètre de haut. Et ce lion en céramique s'est mis à bouger tout seul. Ils trouvent également des traces de pas dans la neige, mais c'était pas des traces de pas ordinaires, c'était des traces de sabots fourchus. Et en suivant les traces, ils arrivèrent directement à la porte du garage qui avait été arrachée de ses gonds. Cathy Lutz est la première à être terrorisée par tout ce qui se passe dans la maison. Elle dit que des bras invisibles l'enlacent et que des êtres essayent de la posséder. Elle avait vraiment l'impression qu'elle allait mourir. Un jour, George Lutz va entendre une fanfare défiler dans sa maison. Il ne va pas voir les personnes, mais il va juste entendre. Il va entendre aussi les bruits de bottes, les instruments, etc. Et en allant dans son salon, il va constater que tous les meubles du salon ont été poussés contre les murs. Les Lutz disent aussi qu'ils ont eu plusieurs fois la visite d'êtres démoniaques, mais sous plusieurs formes. Parfois c'était un démon cornu, parfois c'était une silhouette avec un capuchon blanc, etc. L'événement le plus extraordinaire se passe une nuit de janvier 1976. Cette nuit-là, George n'arrive pas à dormir, alors il décide d'aller boire un verre. Il veut prévenir sa femme et il se retourne, sauf qu'il ne la voit pas. Alors il lève les yeux vers le plafond et là, stupéfait, il voit sa femme en train de léviter. Pris de panique, il l'attrape par la manche pour essayer de la faire redescendre dans le lit. Et lorsqu'il regarde son visage, il voit que son visage commence à se rider petit à petit jusqu'à prendre l'apparence d'une vieille femme hideuse. Les Lutz en ont marre. Ils quittent la maison le 14 janvier 1976, mais selon eux, le démon continuerait de les pourchasser. Beaucoup de personnes pensaient à une supercherie, mais Ed et Lorraine Warren soutiennent que le récit des Lutz est authentique.
Ils ont enquêté dans la maison avec un groupe de chercheurs et ils furent remplis d'un sentiment d'horreur absolue en explorant la propriété. Quand Ed Warren est descendu dans la cave, il dit qu'il a vu des milliers de points lumineux ainsi que des formes sombres qui essayaient de le mettre au sol. Quand Lorraine Warren, qui est médium, a essayé d'entrer en communication avec les êtres qui hantaient la maison, un membre de leur équipe s'est évanoui. 2 autres eurent des palpitations et un autre se sentit tellement mal qu'il a été obligé d'être sorti d'urgence de la maison. Pour les Warren, le mal associé à la maison est bien antérieur à la tuerie des déféos. La maison aurait été autrefois un asile de fous pour les Amérindiens malades et mourants. Alors d'après vous, Amityville est-elle réellement hantée ou pas? Je pense qu'avec tout ça, vous êtes capable de vous faire votre propre opinion. Donc j'espère que vous allez les partager avec moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà ce qui est pour l'histoire d'Amityville. Alors, c'est vrai que les autres familles n'ont jamais eu de soucis, à part les paparazzi et les enquêteurs du paranormal qui voulaient absolument visiter la maison. Mais moi, ce qui va appuyer la thèse du paranormal, c'est qu'il y a quand même la famille Warren qui a visité la maison et qui a déterminé qu'il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur. La famille Warren, c'est pas n'importe qui, on en fera peut-être une émission sur eux. Et il y a un prêtre aussi qui appuie le témoignage, celui qui s'est fait chasser avec cette voix démoniaque qui a résonné d'on ne sait pas où. Voilà, donc c'était l'histoire d'Amityville. Merci à Lilia d'avoir fait ce petit documentaire. Et moi maintenant je vais vous parler de la maison qui saigne de Saint-Quentin. On a tous regardé au moins une fois l'émission Mystère, donc du moins les gens de ma génération. Et cette émission avait commencé avec une histoire très très forte, celle justement de la maison qui saigne de Saint-Quentin. Alors, moi je vais vous raconter déjà ce que Mystère a raconté, appuyé de leurs propres images, et ensuite je vais vous expliquer ce qu'il en est maintenant, parce qu'évidemment il y a quand même 20 ans qui est passé, donc on va voir ça maintenant. L'histoire commence donc à Saint-Quentin, en Picardie, et la famille Pironnet emménage dans une maison qui vient d'être construite quelques années plus tôt, donc une maison plutôt récente. Le mari, qui est chauffeur routier, part régulièrement et laisse sa femme à la maison très très régulièrement. Un matin, Madame Pironnet va se lever, prendre son petit déjeuner et va constater qu'il y a des petites marques sur le mur de la cuisine. Des petites taches rouges. Elle va penser au départ que c'est son mari qui, avant de partir, comme il se lève très tôt le matin, a foutu de la confiture un peu partout et qu'il était parti s'en nettoyer. Sauf qu'il va commencer à arriver des choses de plus en plus étranges. Les petites traces vont apparaître de plus en plus, des bruits vont commencer à se faire entendre, des grincements, des chuchotements, allant même jusqu'à entendre des râles de personnes comme s'ils se faisaient torturer ou des gens qui souffraient. Effrayée d'être seule à chaque fois pendant ces phénomènes, bien que le mari assiste à certaines scènes également, Madame Pironnet va même aller jusqu'à, pour faire des siestes, parce qu'elle perd le sommeil avec ces histoires-là, va s'enfermer dans sa chambre, en calfeutrant la porte, en espérant que c'était juste des plaisantins, et que finalement, il n'y ait pas, encore une fois, du sang partout. Car le sang commence à arriver non seulement sur les murs, mais les portes, et va même parfois dans les placards, pour souiller même les vêtements. Madame Pironnet va donc, une fois dormir tranquillement, et au moment du réveil, lorsqu'elle va déplacer le meuble, va se rendre compte qu'il y a du sang sur la porte. Tout va s'accélérer, ça va être de pire en pire, la maison va être en proie à des phénomènes vraiment inexpliqués. Vu qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit, elle va prévenir la gendarmerie, et la gendarmerie va faire des analyses et va se retrouver que le sang retrouvé sur les murs est bien du sang humain. Donc, évidemment, c'est un événement qui va en faire encore plus flipper, et par la suite, les gendarmes vont décider de sceller la maison pour être sûr que ce ne soit pas en fait des plaisantins qui font ça, même la famille Pironnet qui essaie de les mener en bateau, va sceller la maison en mettant de la farine partout, la fameuse épreuve de la farine. Ils vont sceller donc cette maison pendant 7 jours et revenir avec le chef de la police, vont ouvrir et vont constater qu'il n'y a aucune empreinte dans toute la maison. Mais il y a quand même du sang sur les murs. À partir de ce moment-là, la gendarmerie va faire appel à un médium qui va venir avec son pendule pour pouvoir
savoir d'où vient un petit peu le mal et tout ça. Il va s'avérer que donc ils vont avoir la porte de la cave qui s'ouvre régulièrement, et en fait la source va apparemment provenir de cette fameuse cave. Une fois à l'intérieur, ils vont décider de creuser pour retrouver des ossements. Cette histoire, évidemment, va traumatiser la famille Pironnet qui va tout faire pour vendre cette maison. L'histoire de mystère s'arrête là, mais de nos jours, la maison en fait était invendable à cause de sa réputation et bien entendu les gens qui n'arrêtaient pas d'en parler aux alentours. Et comme elle ne se vendait pas et qu'elle était en train de décrépir, la ville a décidé de détruire cette maison. Vrai ou pas, difficile de prouver ce genre de truc. Apparemment, au moment où ils ont détruit la maison, ils ont retrouvé une cinquantaine de corps de soldats allemands qui avaient été enterrés là pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est un rapport avec la famille Pironnet et ce qu'elle a vécu? On ne le saura jamais. La maison a été reconstruite, mais n'est toujours pas habitée. Je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus, en vous disant que parfois, les maisons hantées, ça ne se déclenche pas uniquement avec les fantômes, mais les gens qui vivent à l'intérieur. Voilà, je vais vous laisser donc sur cette histoire-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à donner des précisions si vous en avez, bien sûr. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo surprise. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais cette vidéo, moi clairement, elle me fait chier dans le beigne. Voilà, il n'y a pas d'autre truc à dire. Tout y est réuni, l'ambiance sombre, la lumière tamisée, la caméra tremblante, un gamin ou une gamine, on ne sait pas trop, fantôme en plus de ça. Fake ou pas, quelque part je m'en fous. Pour le coup, ce qui va m'intéresser ici, c'est le frisson et ce que ça va nous apporter. Il existe des cas et des peurs des enfants. Et là, en fait, on revient un petit peu là-dessus. Le syndrome de Peter Pan, on aimerait bien rester en enfance. Je crois qu'ici, c'est tout le contraire. Tout ce qu'on aimerait, c'est fuir de cette maison. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous en avez d'autres, surtout partagez-les avec nous, ça nous fera plaisir. On a une page Facebook pour ça, hein. Faut la faire vivre, je vous invite à aller la visiter. Et maintenant, on va parler donc du moment cryptozoologie. Aujourd'hui, je vais vous parler des sirènes. Alors oui, je sais, quand on dit sirène, on va penser à ça. Sous l'océan, sous l'océan. Sauf que là, pas du tout. Je vais vous parler plutôt des sirènes qu'on aurait un petit peu... Alors, on ne sait pas si elles sont méchantes, gentilles ou quoi que ce soit. Simplement, elles sont complètement différentes et plutôt effrayantes. Je vais vous... c'est simple. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous permettre de vous rendre compte pourquoi ça me fait un petit peu flipper. J'aimerais pas forcément en croiser une quand je vais me baigner. Vous voyez un petit peu de quoi je voulais parler. Alors moi je trouve cette vidéo tout simplement incroyable.
Donc les sirènes, pour moi, c'est vraiment une créature mythologique. Bien qu'au départ, on a plus... les sirènes, c'était plutôt des harpies que vraiment des sirènes comme on a maintenant. Euh, les harpies, on en reparlera sûrement une prochaine fois, mais c'est vrai que sur les époques mythologiques, on était plutôt sur donc des personnages qui chantaient pour attirer leurs victimes et à plonger dans l'eau, mais avec un corps d'oiseau. Là maintenant, la sirène a bien évolué puisque on reste dans l'univers marin, et pour coller encore plus à cet univers, la sirène s'est transformée en personnage mi-humain, mi-poisson. Pour la vidéo, pour en revenir à celle-ci, on se rend compte que le poisson a quand même bien pris le dessus. En même temps, flotter dans l'eau pendant des centaines et des centaines de jours, à part avoir les nichons de Nabila. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous dis à tous à très bientôt, j'espère que Mystery Kit vous plaît. N'hésitez pas à partager votre passion, à partager la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous fais de gros bisous, même si ça fait aussi flipper. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!